Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un rappel de cours sur les liaisons inter- et intramoléculaires. Donc, comme vous le savez, les trois états de la matière, que ce soit liquide, solide ou gaz, la structure non pas microscopique, mais nanoscopique ou même plus encore, leur structure est formée de molécules. Ces mêmes molécules, elles sont formées d'atomes. Comme vous pouvez voir ici, la roche, par exemple, c'est un solide. Si on agrandit, et on agrandit encore, vous allez trouver que il y a une structure cristalline, si vous voulez, formée par des molécules, et ces mêmes molécules sont formées d'atomes. La même chose pour les liquides. La structure au niveau moléculaire, c'est, par exemple, l'eau, c'est H2O. Donc ça, c'est l'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc la même chose aussi pour les gaz. Si on fait une petite investigation sur la structure des gaz, on trouve que ici, par exemple, le méthane, le CH4, donc généralement le butane, le méthane, c'est des gaz qu'on utilise dans la vie quotidienne pour les fours, pour cuire, etc. Donc, ces gaz sont formés de molécules. On va voir qu'il y a différentes liaisons intramoléculaires, donc intramoléculaires, et intermoléculaires. Ça veut dire quoi, intramoléculaire? Ça veut dire les liaisons qui forment une molécule, les liaisons entre les atomes d'une même molécule, intra. Et les liaisons intermoléculaires, ça veut dire la liaison ou les forces d'attraction entre une molécule avec une autre molécule. On va voir pour les liaisons intramoléculaires, il y a ce qu'on appelle les liaisons covalentes, métalliques, ioniques, van der Waals et enfin la liaison hydrogène. Pour les liaisons intermoléculaires, on a ce qu'on appelle une liaison dipôle-dipôle, appelée aussi Kisson, la liaison dipôle permanent avec un dipôle induit, d'accord? Ce qu'on appelle la liaison Debye, la liaison dipôle induit avec un autre dipôle induit, ou la liaison de dispersion, si vous voulez, appelée aussi la liaison de London. Il y a aussi un autre type de liaison intermoléculaire, c'est une liaison ion-dipôle. Et enfin, la liaison que tout le monde devra connaître, surtout pour les biologistes, c'est la liaison pont-hydrogène. C'est la liaison qui intervient dans H2O avec une autre molécule H2O, ça veut dire dans l'eau. Donc on va commencer par les liaisons intramoléculaires. On va essayer de définir c'est quoi une liaison covalente, métallique, etc. Avec un peu de mathématiques, beaucoup de schémas. C'est juste pour faire comprendre aux étudiants, pour vous faire comprendre que il y a
6 liaisons que vous devrez au moins connaître et comprendre comment elles interagissent au sein d'une même molécule. Mais avant de parler sur les liaisons, il faut connaître c'est quoi l'électronégativité. Donc, parce que quand on parle des liaisons intramoléculaires, on va introduire la notion d'électronégativité. Donc, c'est quoi l'électronégativité? C'est un nombre numérique compris entre 0,7 et 3,98. Bon, bien sûr, on ne va pas donner la définition exacte. Vous allez voir ça en chimie, je pense. Mais ici, c'est juste pour dire que l'électronégativité est une notion importante pour comprendre les liaisons intramoléculaires. On va vous donner un exemple ou des exemples sur l'électronégativité des atomes. Et en même temps, on va voir le tableau périodique suivant. Pour pouvoir comprendre comment croît l'électronégativité ou diminue, on va utiliser un site. Donc, c'est un site connu. C'est un site de référence. C'est le site de la Royal Society of Chemistry. Donc, vous allez trouver le lien juste en bas. On va choisir dans le menu la partie Trends. Et dans cette partie, vous avez 6 propriétés des éléments. Donc, vous avez la masse volumique, density en anglais. Donc, ce n'est pas la densité, hein. C'est density. En français, c'est la masse volumique. Le rayon atomique. Nous, on a besoin de l'électronégativité. Donc, si on vient ici, le premier élément, le plus simple, c'est l'hydrogène. Son électronégativité est égale à 2,20. Maintenant, si on prend la même colonne, donc cette première colonne, et si on passe au deuxième élément de la première colonne, c'est le lithium, on voit que son électronégativité diminue. C'est 0,98. Donc l'hydrogène, c'est 2,20. Okay. Le lithium, c'est 0,98. Le sodium, 0,93. Et le dernier, le francium, c'est 0,7. Le francium, donc cet élément, c'est celui qui a la plus basse ou la plus faible électronégativité. Maintenant, si on prend la deuxième ligne et on se déplace sur cette deuxième ligne de gauche à droite, on remarque que l'électronégativité augmente. Ici, pour le lithium, vous avez 0,98. Pour le beryllium, vous avez 1,57. Pour le bore, 2,04. Pour le carbone, 2,55. Pour l'azote, 3,04. L'oxygène, 3,44. Le fluor, 3,98. Cet élément, le fluor, c'est celui qui a la plus grande électronégativité, la plus grande valeur de l'électronégativité du tableau périodique. D'accord? Donc l'électronégativité, elle diminue sur la même colonne quand on passe de haut en bas, quand on se déplace de haut en bas, et elle augmente sur la même ligne quand on se déplace de gauche à droite. Donc ici, ces éléments-là, donc l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, etc. Donc ceux-là ont une grande électronégativité par rapport aux autres. Ici, c'est une exception. Bon, l'hydrogène, il est à gauche, mais il a une électronégativité assez grande, 2,20 par rapport au lithium, c'est
un peu plus du double. Donc c'est un cas d'exception. Mais presque tous les autres éléments ont leur électronégativité dépendra de leur position. Donc, vous pouvez visiter ce site, même si vous voulez explorer la masse volumique des éléments chimiques, leur point de fusion, leur point d'ébullition, l'énergie de première ionisation, etc. Pour la liaison covalente, nous avons deux types de liaisons covalentes. Vous avez la liaison covalente apolaire et la liaison covalente polaire. Donc apolaire, ça veut dire que la molécule formée par cette liaison n'a pas de pôle. Ce n'est pas un dipôle, si vous voulez. Et l'autre type, c'est-à-dire la liaison covalente polaire, cette molécule formée, elle a un dipôle. Donc on va essayer de vous donner quelques explications ci-après. Quelques exemples de la liaison covalente apolaire, c'est que où, dans quel cas va-t-on trouver cette liaison covalente apolaire? C'est dans le cas où la différence en électronégativité entre les atomes formés par la molécule est inférieure à 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez le cas de deux atomes semblables, le Cl avec le Cl, ça veut dire le chlore, un atome de chlore qui fait avec un atome de chlore une molécule, qui forme une molécule, le Cl2, ça c'est une liaison covalente apolaire, parce que la différence en électronégativité est inférieure à 0,5. Ici, la différence en électronégativité est égale à 0. La même chose ici, H2, parce que c'est le même atome qui ont la même électronégativité. Leur différence est égale à 0. Donc c'est une liaison covalente apolaire. La même chose pour le fluor, par exemple. Donc tout atome ou molécule formée par deux atomes semblables vont donner une liaison covalente apolaire. D'accord? Pour le CS2, il y a trois atomes. Donc on va faire la différence en électronégativité. Aussi, elle va vous donner une liaison covalente apolaire. Donc pour les liaisons covalentes apolaires, vous pouvez trouver ça en gaz. Elles peuvent former des gaz, des solides, des liquides. D'accord? Par exemple ici, le H2. Voici le noyau de H, le noyau de H du deuxième atome. Ici, le nuage électronique, d'accord? Les orbitales si vous voulez. Et ici, c'est les électrons en jaune. Donc, quand il y a formation de la molécule H2, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'il y aura un partage des électrons des deux atomes, un partage égal. Ça veut dire que cet atome va attirer l'électron de l'autre atome, de celui-là, et cet atome va attirer l'électron de l'autre atome, ça veut dire de celui-là, avec la même force, avec la même électronégativité. Donc, ils ont la même électronégativité. Ça veut dire que les électrons
de valence sont au milieu des deux atomes. Donc la distance, elle est équidistante. Ici, ça veut dire que la charge partielle, ici nous aurons une charge partielle positive, une charge partielle positive, et au milieu, une charge partielle négative. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une liaison covalente apolaire. Pour ce qui est de la liaison covalente polaire, généralement dans les livres, vous allez trouver que la différence en électronégativité des atomes formant cette molécule, elle varie entre 0,5 et 1,6. Je vous donne ici quelques exemples. Donc l'ammoniac, le NH3, c'est un liquide. Donc le NH3, c'est une liaison covalente polaire. Le H2O, donc l'eau, si vous voulez, c'est un liquide aussi. Donc c'est une liaison covalente polaire. Le HF, c'est un gaz. Aussi, c'est une liaison covalente polaire. Pourquoi? Parce que le F, généralement où il y a le F, le fluor, parce qu'il a une très grande électronégativité, c'est la plus grande, 3,98. Vous allez trouver ça, vous allez trouver une liaison covalente et polaire en même temps. Le CO2, c'est un gaz aussi incolore, donc le dioxyde de carbone, oxyde de carbone, donc ça c'est une liaison covalente polaire aussi. Je donne ici un exemple de la liaison covalente polaire, un peu plus descriptive. Donc c'est H2O, donc c'est l'eau. Vous allez voir que cette molécule, elle a deux charges partielles positives et une charge partielle négative au milieu. Bien sûr, avec un angle de 105 degrés à peu près entre les deux atomes d'hydrogène. Vous pouvez visualiser en 3D de cette molécule. Vous pouvez scanner ce QR code et ça va vous rediriger sur une page web qu'on appelle Chem 3D, donc Chem 3D, Chemical 3D si vous voulez. Donc c'est un site de référence. Vous allez trouver des milliers de molécules que vous pouvez voir ou visualiser leur structure en 3D avec bien sûr leurs propriétés, presque toutes leurs propriétés chimiques et physiques. D'accord? Donc ça, il forme un dipôle. Donc c'est quoi un dipôle? C'est quand il y a une charge négative et une autre charge positive avec une distance entre les deux. Ça, c'est un dipôle. Et cette distance, ici, il y a un angle, donc ça va former, si on va calculer les forces électrostatiques, on va trouver que le dipôle n'est pas nul. C'est pour cela qu'on appelle ce genre de molécule molécule polaire. On passe maintenant aux liaisons métalliques. Les liaisons métalliques, c'est quoi? Donc, ça, c'est en bleu, c'est des atomes. En jaune, c'est des électrons. Quand on met des atomes, quand on regroupe des atomes, et si il y a la liaison métallique, vous allez avoir cette configuration. Donc, les atomes vont se localiser en des points fixes, d'accord? En des points fixes. Donc, cet atome, il ne bouge pas, il vibre dans sa position, mais il ne fait pas de grande distance. Il ne bouge pas, il ne se déplace pas avec de grandes distances. Donc, il vibre toujours
Donc, tant que la température n'est pas au zéro absolu, il vibre. Mais les électrons, on appelle ça des électrons délocalisés. Ça veut dire quoi délocaliser? C'est un terme simple pour dire que ces électrons ne sont pas liés à ces atomes. C'est comme si ces atomes n'existaient pas. Donc cet électron, par exemple, il peut aller n'importe où. On appelle ça une mer d'électrons. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas votre spécialité, c'est juste pour vous dire que la liaison métallique, c'est la liaison, ce qu'on appelle les électrons délocalisés. Il y a une mer d'électrons, donc ces électrons sont presque libres, si vous voulez, ils peuvent vaguer, ils peuvent se déplacer n'importe où dans le système. D'accord? Ça, c'est une liaison métallique. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les liaisons ioniques. La liaison ionique, c'est quand vous avez le delta E, donc l'électronégativité est supérieure à 2. Ça veut dire que l'électronégativité de Na et celle de Cl, donc celle de Cl est plus grande que celle de Na. D'accord? Quand on calcule leur différence, on va trouver qu'elle est supérieure à 2. Donc c'est une liaison ionique. Donc le NaCl, c'est quoi? C'est du sel de table que vous connaissez. Il y a aussi de dichlorure de magnésium, c'est une liaison ionique. L'oxyde de calcium, la chaux vive, c'est comme le plâtre, c'est pas du plâtre. Donc à l'époque, vos parents, vos grands-parents, ils connaissent la chaux. Hein. Donc c'est comme du plâtre qu'on étale sur les murs des anciennes maisons. Donc c'est ce qu'on appelle la chaux vive. Et le CO2, c'est une liaison ionique. Donc celle-là, c'est pas une liaison ionique, pardon. Ça, ce n'est pas une liaison ionique. Donc, on va ça, c'est une liaison. Pourquoi elle n'est pas ionique? Parce que la différence entre l'électronégativité de O et de C n'est pas supérieure à 2. C'est pour cela. Donc, je l'ai mis exprès. C'est juste pour vous dire que il faut faire attention. Il faut voir ce qu'on appelle l'électronégativité. On passe maintenant, on donne ici un exemple de la liaison ionique de NaCl. Généralement, les liaisons ioniques, elles forment des structures. Quand elles sont sous forme d'un solide, elles forment des structures cristallines. Par exemple, le sel, si on agrandit un petit morceau de sel, on trouve que c'est une structure cristalline bien ordonnée. Donc, vous pouvez voir ou visualiser la structure cristalline de NaCl en scannant ce QR code. On passe maintenant à la liaison de Van der Waals. La liaison de Van der Waals se manifeste à très basse température ou lorsqu'il y a beaucoup de molécules ou d'atomes. Beaucoup. Un grand nombre. Quand on parle de grand nombre au niveau moléculaire ou au niveau atomique, c'est déjà le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23. Hein? Donc ce n'est pas... c'est plus. D'accord? Ce n'est pas 1 milliard, 2 milliards. C'est des nombres à 10 puissance 30, 40, 50, etc. Donc déjà le nombre d'Avogadro pour une mole de gaz ou une mole d'atome, une mole de molécule, vous avez un nombre astronomique. C'est 10 puissance 23 pour une seule mole. Il faut faire attention, c'est un ordre de grandeur que vous devrez connaître.
Donc la liaison de Van der Waals, elle se manifeste soit à très basse température. Pour l'hélium, par exemple, c'est à 5,7 Kelvin. Donc 5,7 Kelvin, c'est moins de 170, 68, 69 degrés. D'accord? Pour que vous devriez avoir un liquide d'hélium. Donc normalement, l'hélium, donc ces atomes d'hélium, normalement, ils ne forment pas une molécule. Pourquoi? Parce que leur couche de valence, leur couche électronique, la dernière couche électronique, elle est pleine. Parce que l'hélium, il a 2 électrons. Donc ça c'est le noyau, ça c'est l'orbital. Vous avez 2 électrons. Ok? Quand vous avez 2 électrons, cette couche, donc un S2, elle est pleine. D'accord. Maintenant, s'il y a un autre atome, normalement, il n'y a pas d'attraction. Pourquoi? Parce que les couches électroniques de valence, elles sont pleines. Maintenant, il y a des fois ce qu'on appelle un dipôle instantané. Des fois, quand il y a beaucoup d'atomes, même de molécules, la même chose, quand il y a beaucoup d'atomes ou à très basse température, il peut y avoir que cet atome ou le nuage électronique de cet atome va se déformer. Par exemple, comme ça, donc ici c'est le noyau, le nuage électronique, il va se déformer comme ça. À cet instant, donc ici c'est les électrons, ici c'est le proton, les 2 protons. À cet instant, il y a une distance, donc une distance entre les 2 charges. Ici c'est positif et ici c'est négatif. Ce qu'on appelle un dipôle instantané. On appelle aussi la liaison de London, Van der Waals-London. Ok? Quand il y a ce phénomène, un autre atome, celui-là par exemple, d'hélium, quand il va sentir ce dipôle instantané, il va devenir aussi lui un dipôle induit. D'accord? Il va devenir un dipôle induit. Ça veut dire qu'il y aura donc une déformation de son nuage électronique et il peut y avoir une liaison. Et cette liaison, on appelle la liaison de Van der Waals-London. D'accord? Parce que normalement, 2 atomes d'hélium ne peuvent pas s'interagir. Bon, bien sûr, pour tous les gaz rares. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement l'hélium, même le xénon, l'argon, etc. La même chose pour les molécules. Par exemple, O2, c'est une molécule apolaire. Avec une molécule apolaire, et des fois, il peut y avoir une interaction comme dans ce cas. Donc pour vous, c'est juste pour vous dire qu'il y a cette liaison. Donc c'est un peu un domaine quantique, si vous voulez. Ce n'est pas de l'électrostatique classique ou de la mécanique de la physique classique, c'est un peu du côté de la mécanique quantique. Mais pour vous, c'est juste pour vous dire qu'il y a cette liaison de Van der Waals. Au moins, vous avez une idée comment l'hélium, donc il existe un liquide, mais à très basse température, à 5,7 degrés Kelvin. Donc, si ce liquide existe, c'est à cause de cette liaison, d'accord, de Van der Waals. On passe maintenant à la liaison hydrogène, mais intraatomique. Il faut faire attention, ce n'est pas la liaison hydrogène interatomique.
C'est ce qu'on appelle la chélation. Donc ça s'écrit chélation, mais ça se prononce chélation. D'accord? Donc ici une molécule d'aspirine. Donc une molécule d'aspirine. Donc l'aspirine que vous trouvez chez le pharmacien. Donc cette molécule où il y a les atomes d'hydrogène, ils peuvent avoir une interaction avec un autre atome dans la même molécule d'aspirine, d'accord? Donc cette interaction, on l'appelle liaison hydrogène et on l'appelle aussi la chélation. Donc la chélation, c'est un système ou un processus de liaison. Hein. Ce n'est pas uniquement dans ce cas. Mais ce cas aussi, on l'appelle liaison hydrogène ou chélation. On passe maintenant aux liaisons intermoléculaires. Donc, on a fini avec les liaisons intramoléculaires, on passe aux liaisons intermoléculaires. Donc, la liaison intermoléculaire, pour la liaison de Kisson, ça veut dire dipôle-dipôle. Ici, vous avez deux configurations. Donc, voici la première configuration, voici la deuxième configuration. OK? La première configuration, vous avez un dipôle, un deuxième dipôle. Les deux dipôles peuvent interagir. Donc, le plus avec le moins avec le plus. Il y a cette configuration, il y a la deuxième configuration. Celle-là, c'est la deuxième configuration. Ça veut dire que ils vont pas être, l'interaction ne va pas être plus, moins, mais uniquement cette partie. C'est ce qu'on appelle la liaison dipôle-dipôle. Donc, on vous donne un exemple, le chlorure d'iode. Il y a aussi ce qu'on appelle la liaison dipôle induit, celui de Debye. Donc, on donne un exemple qui est connu. Donc, la molécule d'eau, de l'eau avec du chlore. La molécule d'eau, c'est un dipôle, c'est une liaison covalente polaire, c'est un dipôle permanent, et la molécule de Cl2, de dichlorure, c'est un dipôle induit. Parce que ici, vous avez une électronégativité, une différence en électronégativité qui est égale à 0. C'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente apolaire. Donc ici, quand cette molécule trouve une molécule d'eau, elle va devenir un dipôle induit. Et quand ça va devenir un dipôle induit, il y a une attraction. Et cette interaction, ou cette liaison, on appelle la liaison de Debye. D'accord? Maintenant, on passe à la liaison dipôle instantané, dipôle induit. C'est la liaison de London. La même chose, ici, vous avez difluor, difluor. Normalement, le difluor, c'est ce qu'on a vu dans liaison de Van der Waals. Ici, c'est exactement la même chose, mais intermoléculaire et non pas intramoléculaire. Donc, on répète ce qu'on a dit. Donc, cette molécule, quand il y a beaucoup de molécules, quand ça dépasse un certain nombre critique, ou à très basse température, ça se peut qu'il y ait ce qu'on appelle un dipôle instantané. Dipôle instantané.
D'accord? Si il y a ce dipôle instantané, l'autre molécule qui est à côté de cette molécule va devenir un dipôle induit. Et il peut y avoir une liaison. Et cette liaison, ce qu'on appelle la liaison de London. On passe aussi à l'autre type de liaison, ion-dipôle. Ça veut dire que vous avez une molécule polaire, l'eau. Je donne toujours l'exemple de l'eau parce que c'est tout le monde qui connaît l'eau. Et pour dire aux étudiants, c'est important de connaître la molécule d'eau, donc H2O, avec toutes ses propriétés. C'est très important. Vous aurez besoin jusqu'à la fin de vos études, même après. Donc, si vous avez une molécule polaire avec un atome ionisé ou un ion, ici c'est un cation de sodium, il peut y avoir une liaison. Et cette liaison, on l'appelle liaison ion-dipôle. Donc, celle-là, on va discuter après dans le cas de la dissolution. Dissolution. D'accord? Quand on va étudier les solutions. On passe aussi à la liaison ion-dipôle induit. La même chose, 7 ions de Fe ionisé 2 fois, donc c'est un ion de fer, c'est un cation, avec, par exemple, une molécule d'oxygène. Donc cet ion va induire normalement cette molécule d'oxygène, O2, n'est pas une molécule polaire. Mais à côté de cet ion, il va y avoir un dipôle induit. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir ici une liaison. On va parler de ce genre de liaison, mais c'est juste, ici c'est juste pour vous dire qu'il faut comprendre que les liaisons, il y a beaucoup de types de liaisons. On vous donne quelques-unes, les plus importantes. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas donné aucune équation, donc aucune équation mathématique. Bon, c'est des équations assez compliquées. Donc, pour vous, en deuxième année en biologie, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous devriez connaître, c'est uniquement les types de liaisons ainsi que comprendre comment ou avec quoi et avec qui. Ça veut dire une liaison avec quoi, avec qui, et comprendre le phénomène. Et enfin, on va parler de la liaison du pont hydrogène. Donc l'eau, le gaz, la vapeur d'eau si vous voulez, ou le gaz, formé avec des molécules H2O, le liquide, l'eau, le solide, la glace, c'est toujours formé avec ces mêmes molécules. Quand ça passe de gaz à liquide, il y a apparition de ce qu'on appelle le pont hydrogène. D'accord? Donc il y a la charge partielle positive avec la charge partielle négative. Donc celui-là, donc ce côté, ce n'est pas l'atome, ce n'est pas cet atome qui va interagir avec cet atome. Non, c'est la charge partielle avec la charge partielle, ce qu'on appelle le pont hydrogène. Conclusion,
il y a deux forces ou deux liaisons. Il y a les liaisons intra-atomiques, moléculaires et les liaisons intermoléculaires. Il faut savoir que les liaisons elles sont plus grandes que les liaisons intermoléculaires. Les liaisons intramoléculaires, elles font l'attraction des atomes dans la même molécule, dans une même molécule. Elles forment aussi la stabilité des molécules. C'est ces forces qui font la stabilité de la molécule. Ça veut dire que cette molécule existe. Comment elle existe, cette molécule? C'est à cause des liaisons intramoléculaires. Pour les liaisons intermoléculaires, elles se manifestent au point de fusion. Ça veut dire, si vous avez un point de fusion pour une molécule donnée, pour un ensemble de molécules données, pour un liquide donné si vous voulez, ou un gaz donné, d'accord, ou un solide donné, vous pouvez, à l'aide des forces intermoléculaires, comprendre comment ou où se situe le point de fusion, le point d'ébullition. Donc, je pense que ce qu'on a donné vous permettra de comprendre ce qui va suivre. C'est juste un rappel. Je ne voulais pas vous donner des mathématiques, les fonctions, les potentiels, etc. Je voulais juste que vous compreniez comment ou combien ou quels sont les types des forces, des liaisons intramoléculaires et intermoléculaires. Dans la prochaine vidéo, on va parler des états de la matière. On va commencer par les liquides. On va commencer par les gaz. On va donner un petit peu une définition des gaz. On va voir ce qu'est les gaz parfaits. On va donner aussi une définition des gaz réels. On passera à l'autre côté de l'étude des phases thermodynamiques, c'est les liquides. Et après les liquides, on va voir les solides. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.